Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1. Cette semaine, deuxième semaine d'affilée de Grand Prix, on était du coup à Singapour, course de nuit, première course de nuit de la saison. Première vraie course de nuit. Je vous expliquerai tout ça quand on parlera du circuit. Mais cette semaine, du coup, je vous présente mon invité de la semaine, Pauline. Bienvenue du compte Poké Race. Bonjour. Il faut savoir que on a déjà tourné hier, on a eu un petit souci. Donc, si on se répète ou qu'on on dérive un peu sur des sujets dont on a déjà parlé, on vous le redira, mais c'est normal. Il y a eu déjà un petit enregistrement avant. Du coup, cette semaine, je serai accompagnée par Pauline du compte Poké Race. T'es présente sur LinkedIn normalement, pour tes articles de blog, si je dis pas de bêtises. T'es journaliste présente sur Insta, TikTok, Oui, c'est ça. LinkedIn. Tu me disais qu'il y avait bientôt un YouTube peut-être. Oui, c'est ça. Je suis présente principalement sur TikTok et Instagram où je fais de la vulgarisation, de la revue d'actualité, etc. Sur LinkedIn uniquement pour les articles hebdomadaires d'actualité sur la Formule 1 et les interviews. Et bientôt sur YouTube car j'ai quelques bonnes opportunités et je vais pouvoir faire quelques belles vidéos sur YouTube. Et ben justement, c'est ce que j'allais dire. Son contenu est vraiment, tout ton univers en fait est basé autour de la Formule 1. Tu t'intéresses, on va en reparler un peu plus tard dans les questions, à d'autres catégories, mais t'es vraiment la personne qui parle de Formule 1, qui essaie de faire connaître cette catégorie aussi du sport auto. Donc s'il y a vraiment quelqu'un que vous devez aller voir parce que vous avez envie de vous intéresser à cette catégorie-là, parce que vous avez envie d'en apprendre sur cette catégorie-là, et même si vous êtes au premier plan pas forcément réceptif et que vous avez juste de la curiosité, je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est des catégories dont on parle malheureusement encore trop peu par rapport à d'autres, et le fait que on t'ait pour parler de tout ça, c'est une chance parce qu'on voilà, comme tu disais, ça vulgarise un peu les choses, ça aide énormément à comprendre, et peut-être que certains d'entre vous se découvriront une passion pour cette catégorie-là, qui sait, va savoir. C'est sûr. Du coup, je vous laisse tous ces réseaux en description, comme d'habitude, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et bienvenue à toi, je suis contente de te recevoir. Merci beaucoup. J'espère que cette fois, ce sera la bonne vu les galères qu'on a eues hier. C'est clair. Du coup, je te propose, si ça te va, qu'on apprenne un peu plus à te connaître comme on est en train de parler de toi, et qu'on puisse introduire un peu tout ça tranquillement avec quelques questions de présentation pour que tout le monde puisse te connaître un peu mieux. Et justement, la première question que j'ai à te poser, c'est vraiment, est-ce que tu peux te décrire le plus simplement possible, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi aux gens, qu'est-ce qui te définit particulièrement? Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'habite en France, en Île-de-France plus particulièrement. Et à côté du sport auto, j'adore l'histoire. En fait, j'ai fait une licence d'histoire et actuellement, je suis archiviste dans une commune. Donc, j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur l'histoire du sport automobile pour accentuer, entre guillemets, mes deux passions. Et voilà. Ok. Et alors, je te repose la question du coup parce que je t'avais posé hier, moi j'ai la réponse, mais je pense qu'il y en a qui vont se la poser. Est-ce que du coup il y a eu il y a un lien de cause à effet du fait que t'aimes l'histoire, que t'aies fait ce métier et que du coup tu te sois lancé un peu dans le côté un peu histoire du sport automobile. Histoire, c'est vraiment vulgariser le terme, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, parce que ouais, il y a une relation de cause à effet. Pas forcément. Depuis que je suis petite, j'adore l'histoire. Je voulais être archéologue, je voulais faire des métiers un peu en rapport avec l'histoire depuis toute petite. Et le sport Ouais. auto, c'est arrivé très récemment, où en fait, j'ai toujours su que ça existait et d'un coup, ça arrivait
c'est une passion qui te prend et qui te lâche plus, entre guillemets. Et c'est justement, j'ai envie de mettre en lien ces deux passions pour faire des belles vidéos, vu que j'ai les compétences et les connaissances pour faire de belles vidéos en histoire. Donc, pourquoi pas le faire sur le sport auto, qui est ma deuxième grande passion. Donc, voilà. T'as bien raison. Euh, du coup, je rebondis un petit peu sur la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Parce que voilà, tu dis que le sport auto est arrivé dans ta vie à un moment précis. Est-ce que c'est pareil pour les réseaux sociaux? Il y a un moment précis où tu t'es dit, OK, aujourd'hui, je me lance. Pourquoi moi, je ferais pas ça aussi? Pourquoi je ferais pas des interviews? Bah, en fait, ouais, comme tu le fais, pourquoi tu proposerais pas de parler en tout cas de Formule E, en l'occurrence parce que tu t'intéresses à d'autres sports auto, on va en revenir un petit peu plus tard, mais pourquoi la Formule E et pourquoi les réseaux sociaux particulièrement? En fait, c'est l'année dernière, j'ai vraiment commencé à mettre sur la F1 et j'ai découvert la Formule E et je me suis dit comment bien commencer à connaître la Formule E et sur un coup de tête, j'ai vu qu'à Valence, fin octobre, il y avait les essais de pré-saison. Du coup, j'ai été aussi sur le circuit Ricardo Tormo sur un coup de tête. J'ai pris mes billets d'avion et mon hôtel juste une semaine avant. Et en fait, quand j'ai été sur ce circuit, c'était juste incroyable la sensation. La première fois que je mettais les pieds sur un circuit, la journée, c'est pas du tout passé comme je l'aurais imaginé. C'était juste incroyable parce que j'ai pu parler avec des pilotes. Ils sont très faciles d'accès. Donc, j'ai parlé à Jake Denny, le champion du monde de Formule 1 de 2023, Norman Nato, un grand ami de Max Verstappen et Charles Leclerc, et un ami de Jules Bianchi, vu qu'il porte le numéro 17 en Formule 1. Et en fait, cette journée s'est finie en apothéose, on va dire, parce que le photographe McLaren Formule 1 a pris des photos de moi vu que j'avais un t-shirt McLaren, l'a posté sur Instagram et McLaren Formule 1 l'a reposté. En plus, c'était un week-end de course. Je crois que c'était au Brésil qu'ils étaient. Et juste quand je suis arrivée sur le Oui, circuit le matin, je pensais pas que ça allait se finir comme ça. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu encore plus tu m'étonnes. m'y intéresser. J'ai voulu lire des livres, regarder des vidéos. Et en soi, en termes de livres, il y a qu'un livre et il est anglais. Et en termes de vidéos, en fait, il y a rien à part quelques vidéos qui mentionnent, mais en français, en soi, il y a personne qui en parle. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Du coup, j'ai tout fait pour essayer de me créer un planning, faire tout ça. Et j'ai commencé mi-novembre. Et en février, je me suis décidée à créer ma société pour avoir plus de crédibilité auprès des écuries, avoir des accréditations, etc. Et à partir de ce moment-là, bah, tout s'est accentué. Je peux même pas imaginer. Enfin, quand j'ai commencé, j'aurais jamais pu imaginer où j'en suis actuellement parce que même si c'est une passion et que pour l'instant c'est pas quelque chose qui me fait gagner ma vie parce que je travaille à côté, tout ce qui m'arrive c'est juste incroyable et je pourrais jamais me vouloir de m'être lancée dedans. Du coup, on en a un petit peu, on a commencé un peu à aborder le sujet, donc tu as parlé de la F1 et de la FE. Est-ce qu'il y a d'autres catégories aussi que tu suis ailleurs, en sport auto en l'occurrence, mais d'autres catégories? Que je suis régulièrement. J'ai commencé sur mes réseaux à parler de la F1 Academy. Parce que j'ai découvert aussi qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui en parlaient, même s'il y en a quand même plus que la Formule 1. Donc je suis surtout qu'on a deux pilotes français, dont Dorian Pain, qui est juste incroyable. Donc faut qu'on en parle. Et il y a d'autres catégories. Il y a l'endurance où j'ai pu assister aux 6 heures de Spa où c'était impressionnant également. Et mais j'ai envie de dire, pour regarder à la télé, c'est la Formule 1 et la Formule 2 beaucoup, malgré que les autres catégories, c'est intéressant. Quand je suis sur circuit, il n'y a rien de mieux que la Formule 2. Vraiment, l'ambiance qu'il y a sur circuit, je la retrouve nulle part ailleurs. La proximité qu'on peut avoir avec les teams, même en dehors des médias, c'est juste incroyable. Et j'aime bien aussi les petites compétitions comme le trophée Tourisme Endurance, des choses comme ça fait un peu familial et j'aime beaucoup y aller. C'est différent, ouais. Très bien. Je te propose qu'on passe à la présentation du circuit, comme ça on va pouvoir enchaîner après avec le début du week-end. On est du coup, on l'a dit, à Singapour, sur la première course de nuit, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, qui a été introduite en Formule 1 en 2008. Il n'y avait aucune course nocturne avant ça.
On est sur un circuit de 4 km 904. On a une quatrième zone de DRS qui a été ajoutée cette saison. Et de toute façon, si vous voulez plus d'infos, vous le savez, vous pouvez tout retrouver sur mon Instagram. Vous avez un post et une vidéo dédiée exprès à ça chaque semaine avant le Grand Prix. Donc si vous voulez plus d'infos, voilà, vous savez globalement où les trouver. Comme ça, je te propose qu'on passe directement aux essais libres pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet du week-end. Alors, il y a quand même deux petites choses dont on doit parler avant. D'habitude, on fait vraiment une catégorie info d'avant-course, mais là, on va en reparler un petit peu tout au long du week-end. Il y a une chose notamment dont je voudrais juste qu'on parle vite fait avant. C'est les propos qui ont été tenus par Max Verstappen. Donc pour remettre un peu de contexte, en début de semaine, on a le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui a eu une conférence, une interview, je sais plus exactement ce que c'était, en disant que voilà, il veut maintenir un niveau de respect et de professionnalisme dans le sport et que donc il veut réduire les propos injurieux, que ça soit à la radio ou en conférence de presse. La semaine sera un peu passée et jeudi en conférence de presse, Max Verstappen a utilisé alors, ça dépend des versions. On a des versions où on nous dit qu'il a utilisé le mot fact. On a des versions où on nous dit qu'il a juste dit le F. Donc on sait pas exactement. Et j'avoue que honnêtement là maintenant j'ai pas encore regardé la conférence de presse de moi-même, donc je saurais pas vous dire exactement. Mais en tout cas, ces propos ont été punis par la FIA. Ils le condamnent à des travaux d'intérêt général pour le compte de la FIA. Ça a fait beaucoup polémique. Il a été pas mal soutenu par les autres pilotes et par certains teams principaux, notamment Frédéric Vasseur et James Falls. Vous avez une vidéo exprès, je vous ai sorti un format un peu débat sur Instagram justement sur ce sujet. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos là-bas, mais je voulais quand même qu'on en parle pour que tu puisses voilà, nous donner ton avis sur cette polémique qui a éclos cette semaine et qui risque de faire encore pas mal parler, je pense. Oui, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que pour une fois, plusieurs pilotes et presque toutes les écuries sont d'accord sur ce point. C'est qu'il n'y aurait pas dû avoir de punition, entre guillemets. Surtout que c'est Max Verstappen Mhm. et que Toto Wolff disent que c'est injuste. C'est que c'est unanime dans tout le paddock que cette sanction n'a aucun sens. Donc vraiment, c'est punir un pilote qui a autre chose à faire en fait quand il conduit, par exemple. Et Mhm. il a ses propres mots en fait pour le décrire et je pense que ça n'a pas la même signification s'il le dit d'une autre façon. Après, les télés, il faudrait qu'elles censurent peut-être, je sais pas, ou dans tous les cas, on sait que à la radio, c'est retransmis directement à la télé. S'ils veulent vraiment qu'il n'y ait pas de gros mots, bah, qu'ils laissent un laps de temps de 15-30 secondes, le temps de réécouter les radios et de voir pour voir si c'est retransmissible ou pas. Mais dans tous les cas, c'est pas des enfants, c'est les 20 meilleurs pilotes de Formule 1 au monde. Ils ont autre chose à penser que ça. Là, c'est plus un aspect compétition, c'est pas du coup un aspect sportif. C'est pas forcément le rôle de la FIA, c'est plus le rôle des écuries d'avertir les pilotes, de leur dire faites attention en course, etc. D'ailleurs, ça a été fait auprès de Yuki Tsunoda. La F1 et la Mhm. FIA ne Ouais. sont pas intervenus. L'écurie a dit à Yuki de mesurer ses propos quand il était en course, etc. Et on le voit très bien maintenant avec ses radios, il est beaucoup plus mesuré. Donc ça devrait rester au niveau des écuries. Et ça me rappelle en fait ce qui s'est passé il y a quelques années avec les piercings où la FIA justement voulait aussi réduire ou même interdire, je ne sais plus exactement, le fait que les pilotes en course ou en dehors n'aient pas de piercing, etc. Et que Lewis, en signe de protestation, bah, les a enlevés. En fait, c'est pas des enfants, c'est pas à eux de juger ça, c'est pas leur rôle. Il y a un rôle de sécurité, c'est sûr, mais là, c'est vraiment que de la communication. Et Lewis l'a bien dit durant la conférence de presse où Max, justement, répondait très brièvement aux questions, comme quoi bah, il Mhm. respecterait Ouais, ouais. jamais ça. Donc, il a tout à fait raison.
Ouais, je suis totalement d'accord là-dessus. Je trouve ça un peu. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une cour d'école et qu'on va punir un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça. Enfin, je crois que c'est Max qui le disait. Il disait, mais en fait, on a quel âge? On a plus 5, on a plus 6 ans. On est des adultes et je pense qu'en tant qu'adultes, ils savent qu'ils sont responsables de ce qu'ils disent. Ils savent très bien aussi faire attention à certains moments parce que voilà, on sait qu'ils sont déjà très pas restreints mais très surveillés sur ce qu'ils disent, notamment en conférence, enfin en interview d'après course où on sait que voilà pour certains ce qu'ils ont à dire est déjà écrit notamment. Donc ils sont déjà pour moi assez contrôlés. Là, on vient rajouter encore une couche de contrôle là-dessus. Et j'ai peur qu'on tombe vraiment dans un système où les pilotes ne pourront plus rien faire d'eux-mêmes, ne seront plus authentiques, ne seront plus eux-mêmes, puisque justement on va rentrer tellement dans un aspect de contrôle de tu dis pas ça, tu fais pas ça, tu traînes pas avec un tel, tu fais. Et du coup, on perd tout l'essence même du sport. Et justement, je crois que c'est avec toi que je m'en parlais. C'est à force de rajouter des choses comme ça, de rajouter des limites, de rajouter des clauses, des punitions et patati et patata pour des trucs aussi futiles, honnêtement. En fait, tout est déjà pour les pilotes extrêmement épuisant en course parce qu'on sait que ça demande beaucoup de concentration, etc. Si on vient en plus de ça leur rajouter le fait de dire quand tu sors de ta voiture, t'as pas le droit de te dire ça, t'as pas le droit de faire ça, je pense qu'on va vraiment rentrer dans un aspect où le sport n'est plus le sport et il est énormément terni par tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on vient rajouter autour, tout ce qu'on vient dire autour, toutes les polémiques qu'il peut y avoir. Et on sait que cette année, cette saison, c'est quand même exemplaire. Enfin, c'est exemplaire dans le mauvais sens, hein, bien évidemment, c'est ironique. Euh, mais du coup, je me dis qu'on rentre vraiment dans un aspect du sport qui n'est plus le sport en lui-même et qui devient juste trop contrôlé, trop. En fait, on parle presque plus de ce qui se passe ailleurs que ce qui se passe dans le sport en lui-même, et je trouve ça d'une tristesse, mais c'est affolant en fait, je trouve. Dites-nous si vous rejoignez un peu ce qu'on vient de dire sur ce propos-là, et quel est votre avis sur cet aspect-là de la F1 qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà, si vous. Ou si au contraire, vous trouvez que c'est bien je sais pas, de réguler les pilotes sur ce qu'ils peuvent dire. Pour donner un exemple, je sais pas quelles peuvent être les justifications de l'avis opposé, donc si jamais c'est le cas, dites-le nous. Mais comme ça, nous, on va pouvoir vraiment parler du sport en lui-même cette fois. On va parler des essais libres et l'autre grosse info qu'on a, on y reviendra un petit peu plus tard pendant la course pour justement avoir bien le temps de parler de tout ça. Comme ça, on se concentre sur les essais libres. Ça te Oui, va? tout à fait. C'est le plus important. Oui, c'est clair. Du coup, on part sur une FP1 où, avant même que la FP1 commence, on sait qu'on a un souci du côté de Piastri chez McLaren. On ne sait pas si c'est un souci qui a été découvert pendant la tentative de les tests de pit stop, donc qui était déjà là avant, ou si c'est un problème qui est venu à cause de ces tests de pit stop. En tout cas, la voiture n'était pas prête en début de séance, il a pu rouler un petit peu après. Mais en début de séance, Piastri n'avait pas de voiture. Le monsieur était à pied, Oui, bah, c'est malheureusement triste pour lui. parce que des fois on en sait trop sur certaines choses pas importantes et là c'est des choses qui a de l'intérêt de savoir bah, pourquoi l'aventure fonctionnait pas, pourquoi il a pris du retard et ben on ne sait rien du tout. C'est dommage. Oui, la communication. On n'en sait toujours pas plus. C'est vrai qu'on n'a jamais eu plus d'infos. Mais pour continuer sur un peu la lancée McLaren, du coup, comme on parle d'eux, c'est vrai que pendant cette FP1, il y a eu quand même une petite difficulté à se mettre un peu dans le week-end, je dirais. Euh, Notamment parce que du coup il y a eu ce souci chez Piastri et parce qu'on a eu un petit souci niveau stabilité du train arrière
sur la séance pour McLaren, qui a été réglée après avec le temps. Hein. De toute façon, quand on voit l'issue du week-end, on se doute que le problème a été réglé. Mais il y a eu un petit souci de stabilité ouais, chez McLaren pendant cette FP1, en tout cas du train arrière. FP2, pas toujours très intéressante non plus, on n'a pas grand chose. On a Colapinto et Piastri, encore une fois, qui touchent le mur très légèrement, pas de dégâts, pas de drapeau rouge, voilà. C'est juste. Ils viennent très légèrement, ils viennent taper un peu fort, entre guillemets fort quand même, mais la voiture n'a rien. C'est voilà, c'est pas un contact qui est endommageant. Et on a les Racing Bulls qui sont devant les Red Bull, mais vraiment rien de fou. Et du coup, on va pouvoir parler de cette FP3 où là, il s'est passé un peu plus de choses quand même. Ça y est, ça rentre dans le week-end, ça devient un peu plus intéressant. En FP3, on a, pour commencer la séance et bien commencer, un petit animal qui se balade sur la piste. Tu m'as dit hier le nom de ce truc, Je l'animal. sais pas, c'est un J'ai oublié de lézard le ou je chercher. pourrais pas dire. C'est... Eux l'appellent Godzilla, mais je sais pas quelle est l'espèce véritable de Je cet pourrais pas animal. dire. C'est un espèce de gros lézard, voilà, qui se balade sur la piste. Et qui du coup entraîne un drapeau rouge. Je pense que tu as vu les images et je pense que vous Oui, les avez tous vues, mais je vous les remettrai, je pense, si je les retrouve. Des commissaires qui courent après. Je c'était suis hilarant. à rigoler, mais Franchement, ça vraiment. a fait la séance. Toute la séance, ça peut se résumer à ce moment. Non, et j'ai vu là, je crois que très peu de temps avant qu'on tourne, dès 10 minutes avant qu'on tourne, ça a traîné sur le week-end parce que après c'est les autres commissaires des autres endroits qui imitaient le lézard. Si je vous retrouve la vidéo, je vous la remettrai. Mais parce que le truc a une manière de courir qui est super drôle quand même, faut l'avouer. Et du coup, il l'imitait en train de courir. Et, non mais vraiment, c'est à mourir de rire. Donc ça a traîné sur le week-end. Je pense que ça les a bien fait apparemment. Pour ce qui est des trucs un peu moins drôles, on a Albon, par contre, qui lui va toucher le mur, mais un peu plus violemment, puisqu'il casse son train avant. Non, sa suspension avant, pardon. Et qui crève un pneu. C'était vraiment pas son week-end, par contre. Albon, c'est un week-end compliqué. Hein. Ouais, week-end très compliqué pour Albon, alors qu'il avait fait une très belle performance au week-end dernier. Donc, en soi, on sait que Williams est en train de revenir sur le devant de la scène, comme As. Et là, c'est dommage parce que je pense que c'était quand même un circuit qui pouvait correspondre à la Williams, mais ça n'a pas été très fameux. Non, 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 ça. Bah, en tout cas, du côté d'Albon, c'est un week-end qui est, je pense, à oublier complètement. Mais On pour continuer reparlera. sur Williams, je trouve que on a pu voir le vrai potentiel de Colapinto, même s'il a fait un moins bon résultat que le week-end dernier, parce que on voit durant tous ses essais qu'il se donne et il frôlait tout le temps les murs. Et je trouvais ça très Ouais, impressionnant, sachant qu'il est là depuis pas longtemps. Et ce qu'il peut tirer d'une Formule 1 alors qu'il est là depuis trois grands prix, il frôle les murs, vraiment, c'était impressionnant. Franchement, il faudrait vraiment qu'il trouve un baquet en F1 parce que il le mérite et il le prouve là actuellement. ouais, ouais. Et en fait, je trouve il est constant. Tu vois, il arrive à garder une régularité. C'est pas, il est arrivé, il a brillé, et puis il s'est éteint, et plus rien. Il a vraiment été constant, et même tout au long du week-end, tu vois, il arrive c'est pas pendant les essais, il est très bien, les qualifs, ça s'essouffle, la course, tu vois, enfin, il n'y a pas de montagne russe, c'est vraiment très constant avec lui, je trouve. Bah, c'est ça, et le pire, c'est que là, il débute juste, donc il a une marche de progression qui doit être importante quand même. Donc, j'ai juste envie d'en voir plus. Il y en a beaucoup qui critiquaient le choix de Williams avec le fait de prendre Colapinto, mais en fait, ils ont pris, je pense, le meilleur choix. Et c'est triste à dire, mais je sais pas si c'était ce week-end ou le week-end dernier, mais il y avait les bandeaux de la F1 qui s'affichent et il a marqué plus de points en deux courses que malheureusement Logan Sargent en Ouais, deux ouais. saisons. Donc, ça veut pas tout dire, mais quand même, c'est Mm. une grande signification.
il est très prometteur et je pense que du coup c'est une chance pour lui là qu'il puisse avoir un baquet pour la fin de saison et peut-être que du coup ça va déclencher aussi une envie de l'avoir d'autres écuries. Je sais qu'il y a quelques discussions notamment euh, du côté d'autres écuries et avec d'autres patrons. Les patrons d'écuries sont un peu en discussion pour quelques arrangements. Donc j'espère juste, ouais, pour lui, comme tu dis, qu'il va réussir à avoir un baquet et que on le verra la saison prochaine ou en tout cas qu'on le reverra un peu plus tard parce que vraiment il mérite et il montre vraiment de belles choses comme tu le dis, ouais, effectivement. Effectivement. Sur cet FP3, pas grand chose. Alors, on a quand même un Norris, on va commencer à en parler là et on va étayer le sujet au fur et à mesure qu'on arrive, qu'on avance sur le week-end, mais qui est quand même assez exceptionnel. Là, il y a un tour en FP3 où bah, il bat le record du circuit déjà et il aligne trois secteurs qui sont parfaits. C'est vraiment le tour vraiment exceptionnel. Il a vraiment un tour magnifique sur cette FP3. Vraiment, alors, je crois que je m'avance un peu maintenant, mais euh, je pense qu'on est presque tous d'accord pour dire que le week-end, que tu l'apprécies ou pas, a été exceptionnel. Le week-end de Norris a vraiment été un week-end presque parfait de A à Z, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'il a montré là, c'est que il avait un pilotage, il arrivait à contrôler et comprendre la voiture parfaitement. Parce que quand on regarde ses tracés et le fait, comme tu l'as dit, qu'il a activé les trois secteurs, il n'y a aucune faute en soi. Un tracé parfait. C'était impressionnant. La voiture ne glissait pas et était stable sur les vibreurs. Donc c'était vraiment impressionnant. Et du coup, ça se poursuit en qualification. Et justement, on va parler de ces qualifications. Et on va commencer du coup avec la Q1, avec un sujet qui est un peu plus sensible, si je puis dire, surtout voilà, en tant que Français. On va parler d'Alpine, puisque la séance a été, en tout cas la Q1, a été très compliquée pour Pierre Gasly. Il se classe 18e pour le départ de dimanche. Il expliquait un peu plus tard qu'il avait vraiment du mal avec la voiture, qu'il n'arrivait pas à trouver vraiment de stabilité. Il glissait dans tous les virages, il n'avait aucune adhérence. Donc forcément, c'est compliqué de lancer un tour rapide et de donner le maximum quand ta voiture glisse, que t'es pas en confiance, que t'as pas de stabilité vraiment en piste. Donc ça a été compliqué pour lui. Il se classe 18e. Malheureusement, c'est un peu mieux pour Ocon. Mais c'est vrai que là, c'est après les qualifications qu'on a pu voir et les fois où on a pu les voir en Q2 ou en Q3, c'est vrai que c'est quand même assez, ça reste assez décevant. Oui, je trouve que c'est assez compliqué en ce moment avec Alpine, que ce soit sur la piste ou en dehors, avec, on sait très bien les grèves qu'il y a à Viry-Châtillon, etc. C'est vrai que la voiture, là, même s'ils essayent de faire des améliorations, on voit que ça fonctionne pas. Pourtant, ils doivent forcément beaucoup travailler dessus, et essayer d'avoir les meilleures performances. Je sais pas s'ils ont un problème entre la soufflerie qu'ils n'arrivent pas à mettre en adéquation avec la voiture, ou c'est simplement les pièces qui ne vont pas ou qui ne sont pas adaptées au circuit. Mais en tout cas, oui, ce que Pierre indique, c'est que jusqu'à la fin de la saison, ça va être très compliqué avec cette voiture, qu'il a plus Mm. confiance dans la voiture qu'il aura l'année prochaine. J'espère pour eux, parce que c'est pas qu'on peut pas descendre plus bas, mais c'est décevant de voir Alpine à ce niveau-là, sachant l'histoire qu'il y a avec Renault, etc. Donc, j'espère qu'il va continuer, en tout cas Pierre, parce qu'on sait très bien que Esteban est un peu plus tranché sur le sujet vu qu'il part l'année prochaine, qu'il va garder espoir dans l'écurie, parce qu'il n'y a pas de raison. Ils peuvent remonter, comme ça a été le cas de McLaren qui était en difficulté en 2018 par exemple, qu'ils ont réussi à remonter. J'espère que ça sera le même parcours pour Alpine, parce que c'est une écurie qu'il faut qu'il reste sur la grille de F1. Ouais, alors malheureusement, je pense que on en parlait. Je- enfin, forcément Esteban part, donc voilà, on sent qu'il y a beaucoup moins d'attente, il y a beaucoup moins d'espoir que la voiture finisse par s'améliorer dans la saison, ce qui peut se comprendre.
Du côté de Pierre, on sent bien que voilà, il commence à y avoir un peu de lassitude et un peu de. C'est pas vraiment de l'énervement, mais voilà, je pense qu'il commence à sentir que voilà, jusqu'à la fin de la saison, il va falloir faire avec cette voiture-là et que ça risque d'être très compliqué et que c'est comme ça. Malheureusement, je penche plus pour une situation compliquée, tu vois, en 2025 où la voiture ne sera pas non plus extrêmement performante. Dans le sens où je pense que tout ce qui se passe pour Alpine va énormément influencer le travail, pas de tous ceux qui travaillent pour Alpine en eux-mêmes, hein, mais le travail de ce qui se passe en haut, Mhm. de l'évolution de la voiture, des idées, etc. Parce qu'ils vont avoir à gérer aussi tout ce qui se passe au niveau de Viry, etc. Donc pour moi, je pense que la saison 2025 ne sera pas beaucoup mieux. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense réellement que la situation en 2025 risque de ne pas être beaucoup plus agréable pour eux. On accueille notamment Jack Doohan aussi, hein, qui est quand Mhm. même nouveau, qui n'a jamais été en F1. Donc la situation globale, quand je la regarde là, actuellement, je me dis que je vois pas comment on peut sortir une voiture qui est bien plus performante que cette saison avec tout ce qui va se passer. À voir. Honnêtement, à voir. Après, j'en profite aussi, du coup, comme on parle de Viri, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont passer là, qui vivent cette situation. Et déjà, on vous envoie tout notre soutien et tout notre courage. Et si vous avez le temps, s'il vous plaît, allez passer un coup. Signez la pétition, je vous la mettrai en description, je vous la mets sur mon Instagram. Allez les soutenir sur leur compte Instagram aussi, Viry on Track. C'est important pour eux, c'est important pour l'histoire d'Alpine, c'est important pour l'histoire du sport automobile français. Donc là, c'est voilà, ça vous prend 3 fois rien de temps, mais s'il vous plaît, faites-le parce qu'il y a une importance derrière et c'est important de leur montrer notre soutien aussi. Donc je vous laisse tout ça en description. Allez jeter un coup d'œil, allez leur donner de la force. Ils en ont vraiment besoin. Ouais, il faut pas oublier que Renault, c'est l'essence de la Formule 1 et s'il y a plus Renault, les moteurs Renault sur la piste, c'est triste en fait. On perd un savoir-faire français Mm. impressionnant et c'est dommage. Ouais, et on perd une grosse partie de l'histoire automobile française aussi. Et, euh, et malheureusement, ça serait bien triste. Donc forcément, on vous encourage vivement à le faire. Et à tous ceux qui vivent la situation et qui passent par là, vous avez notre courage et tout notre soutien, bien évidemment. Du coup, pour cette Q3, on a comme éliminé forcément Gasly, Zhou, Bottas, Ricardo et Stroll. Petite surprise pour Stroll quand même. Ça allait un peu mieux. Là, voilà, c'est pas une énorme surprise, c'est jamais une grosse surprise de le voir partir en Q1, mais pour une Aston Martin, c'est compliqué quand même. Oui, une Aston, ça doit jouer au début normalement de la grille, sachant que même si Alonso a quelques problèmes, on le sait très bien avec l'Aston en ce moment, il se classe quand même bien. Et Stroll, en fait, j'ai l'impression c'est tout ou rien. Soit il arrive à être devant Alonso juste devant, soit c'est tout derrière. Il n'y a pas de demi-mesure. Mm. Je pourrais pas savoir, enfin, je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment d'une course à l'autre parfois. Il n'y a même pas forcément d'évolution entre les deux courses. Ouais. C'est c'est un questionnement que qu'on peut avoir et je sais que beaucoup critiquent Lance Stroll par rapport au fait qu'il soit entre guillemets en CDI. C'est vrai que c'est la première fois que je crois que ça arrive en Formule 1 et ça peut être problématique parce que dans une Aston, surtout aux côtés Mm. d'un champion du monde comme Alonso, on verrait un pilote qui puisse soutenir. Mais là, c'est compliqué. Et je vois pas, en soi, en tant que deuxième pilote, il pourrait avoir l'aspect aussi d'aider au développement de la voiture, etc. Mais je le vois pas trop dans cet aspect. Donc, je sais pas ce qu'il en est, mais faudrait se poser des questions sur ce point-là. Ouais. Surtout en voyant tout ce qui est en train de se mettre en place chez Aston Martin pour les saisons à venir, notamment pour 2025-2026. Euh, Ils sont vraiment sur une bonne lancée, ils recrutent du beau monde, ils commencent à avoir une très belle équipe, je pense qu'ils commencent à avoir de très belles ambitions.
C'est peut-être le moment pour revoir justement sa place et pour revoir justement un petit peu tout ça parce que c'est beau de construire une équipe avec de belles personnalités et de personnes qui travaillent extrêmement bien. Par contre, si à côté tu gardes un pilote qui n'est pas performant et que tu le sais très bien, bah, le reste n'a peut-être pas vraiment d'importance en fait finalement. Pourquoi investir à côté quoi? Bah, je suis d'accord avec toi parce que là, par exemple, ils viennent d'embaucher Adrien Newey, qui est un des cerveaux mais les plus importants de Formule 1, et il vient pour un challenge, il vient pour gagner, on sait très bien, c'est une personne qui Mm. construit des monstres en Formule 1, on va dire, parce que vu ce qu'il a fait avec Red Bull, on peut pas dire autrement. Et il est là pour gagner, c'est-à-dire que faire une voiture qui est là pour se battre pour le championnat, il peut avec Fernando Alonso, même si on sait très bien qu'il est en fin de carrière parce que c'est l'un des pilotes les plus âgés de la grille. Et il faut partir du principe qu'il faut un deuxième pilote qui est là pour se battre à côté d'un potentiel champion du monde, enfin, qui aurait, qui pourrait gagner un autre encore championnat du monde. Et je pense pas que Lance Stroll soit capable de faire ça. Non, je pense pas non plus. Je te rassure. Euh, on va partir du coup sur la Q2. On a un Sainz qui est pas mal en difficulté, bizarrement, alors que ça allait bien pendant les essais libres. Il a été globalement en difficulté sur tout le reste du week-end, hein, même la course a été compliquée de son côté. Et à l'inverse, mais complet, on a un Hülkenberg qui est toujours magistral sur ses qualifications, qui nous sort des chronos, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment il les sort, mais il les sort. On ne sait pas comment il arrive à tirer ça de la As, mais il arrive à tirer ça de la As. Il est assez exceptionnel cette saison. Honnêtement, il est impressionnant. Là, il va se qualifier quand même en Q3 devant Charles Leclerc. Il se positionne sur la grille quand même devant une Ferrari. Euh, alors même si le temps de Leclerc a été effacé dans un deuxième temps, mais même avec le temps non effacé de Leclerc, il était quand même devant lui. Donc encore une très très belle qualif d'Hülkenberg Bah, sur ce week-end. oui, Hülkenberg, il y en a beaucoup qui étaient à critiquer le choix d'Audi sur le prendre en tant que pilote, mais en fait, il est en train de prouver que même s'il n'a pas gagné de course, parce que ça fait longtemps qu'il est en Formule 1, il n'a jamais gagné de course, il arrive à tirer une équipe vers le haut. On voit déjà que Haas est en grande mais énorme progression depuis que Gunther a été remplacé par Ayao Komatsu. Mais on voit Mm. également aussi que Hülkenberg, dans une voiture qu'il arrive à développer, arrive à comprendre, parce qu'on peut avoir un pilote qui sait très bien conduire, mais qui a du mal à comprendre les voitures. Hülkenberg, il a vraiment cet aspect qui Ouais. pourrait aider Audi sur construire une bonne voiture, la comprendre, etc. Et on voit que quand tout ça est en corrélation, avec une As qui est pas non plus dans le haut du plateau, il arrive à faire des temps incroyables. Donc avec une bonne voiture comme une Red Bull, une McLaren, je demande à voir ce qu'il pourrait donner parce que je pense que ça serait impressionnant. Il faut pas oublier que Hülkenberg, il a beaucoup d'expérience et que il arrive à mettre en pratique justement cette expérience. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est l'expérience qui lui sert clairement. Et on le voit du coup directement. La voiture s'améliore cette saison. Bah, il arrive à en tirer beaucoup plus de choses directement. Donc, ouais, c'est vrai que je serais curieuse de voir aussi ce que ça peut donner, effectivement. À l'inverse de lui complet, son coéquipier Kevin Magnussen est éliminé avec Ocon, Albon, Colapinto et Perez. Pas grosse surprise sur cette élimination. Ocon qui passe en Q2, c'est plutôt pas mal. Colapinto aussi. Perez, on commence à avoir l'habitude. Pas grosse surprise sur cette Q2, j'ai envie de dire presque. Non, et en soi, Pérez, on l'est pas étonné. Enfin, je trouve que beaucoup ont oublié avec sa performance de la semaine dernière. Qu'en fait, c'est compliqué pour Pérez. Ok, il avait raison l'année dernière sur la difficulté de la voiture et Red Bull le conçoit maintenant qu'ils auraient peut-être dû un peu plus écouter Pérez. Mais quand on compare toujours à Max Verstappen, il est quand même derrière et bien derrière. Donc ok, il a fait une bonne performance,
Mais si on voit, on va voir à la fin de l'année. Mais là, je sais pas, on est à presque 18 Grands Prix. Je pourrais plus dire le Je sais nombre, pas du tout. mais c'est une course sur 18. C'est problématique pour Red Bull. Ouais, ouais, Et là, pour ouais, ça l'instant, commence à devenir Max, ça. il se bat tout seul pour le championnat pilote parce qu'il y a personne pour l'appuyer. S'il était là, je pense que ça serait différent parce que il pourrait avoir plus de batailles avec McLaren s'il y avait les deux Red Bull parce que là, il y a qu'une Red Bull. Et on voit que là, on sait Mm. très bien que le championnat constructeur, ils vont le perdre à cause de Pérez. La saison dernière, pardon, encore, voilà, Max a eu une domination extrême, donc le championnat, ça allait, il arrivait à s'en sortir tout seul. Autant là, cette saison, Pérez, c'est la clé, enfin, dont on a besoin pour pouvoir aller décrocher ce championnat, et malheureusement, bah, il est pas là où il faut quand il faut. C'est un peu dommage pour l'équipe. Voyons ce que ça donne. Il commence à y avoir pas mal de rumeurs quand même. Donc voyons ce que ça donne. Mais pour l'instant, bon, ça freine beaucoup quoi. Dans la Q3, on a Sainz par contre, qui a, du coup, comme je disais, un week-end compliqué, qui a un petit souci, qui va faire un spin, qui tape le mur avec l'arrière de la voiture. Donc forcément, on déclenche un drapeau rouge. La cause, elle semble venir de ses pneumatiques et de la chauffe de ses pneumatiques. Il partait sur un tour lancé, sur un tour qualif pour faire un chrono. Il semblerait que les pneus ne soient pas en bonne température et que du coup ça l'amène à une part de grippe et à partir en glisse. Et il y a peut-être une recherche aussi de vouloir absolument performer, du coup de partir trop tôt avec des gommes trop froides. Et c'est une erreur du pilote où voilà où il y a un souci de les pneus étaient compliqués à mettre en température et à ce moment-là, bon bah le pilote ne peut pas faire grand-chose. Je n'ai pas écouté, j'avoue, son interview d'après qualif, donc je sais pas ce que lui en disait, mais dans tous les cas, ça reste dommage puisque ça classe les Ferrari quand même 9 et 10, hein, on va en reparler juste après pendant la course, c'est que ça a été compliqué, puisque Leclerc, lui, de son côté, a un temps effacé pour track limit, donc ça place quand même les Ferrari 9 et 10, et avec la situation actuelle, c'est sûr que ça les aide pas forcément, partant à cette position-là, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal pour entamer une course, quoi. Bah, c'est ça, c'est peut-être comme on en parlait précédemment, il a peut-être eu un excès de confiance vu qu'il a gagné l'année dernière. Oui, oui, les pneus n'étaient pas dans la bonne fenêtre de température. Mm. J'avoue que moi aussi, j'ai pas forcément écouté ce qu'il a indiqué après cet accident, mais en soi, déjà, il a cassé une voiture, fallait les réparer pour le lendemain. Et en plus, ils ont eu une amende vu qu'il a traversé la piste sans autorisation. Donc, c'est À vraiment, pied, ouais. ah oui, un drapeau rouge plus une amende. Je pense que ils auraient voulu que ça se passe autrement pour ce week-end. Surtout que en plus, ça gâche les performances d'autres pilotes comme Lando Norris il était sur la fin de son tour lancé et qui était en train d'encore battre le record du tour parce qu'il alignait encore tous les secteurs. Ouais. Ouais, pendant ce temps-là, Lando Norris était en train d'aligner tous les secteurs. Justement, il était, alors on l'a dit en FP3, il avait battu déjà, pardon, le record du circuit. Là, il l'a rebattu du coup quand même en Q3. Mais après l'avoir battu, il était justement, comme tu le dis, sur un tour qui a été encore mieux. Dans tous les cas, hein, il prend la pole Oui. position et ça reste le plus important. Norris qui prend ouais, du coup la pole position. On a face à lui un Max Verstappen qui a bien remonté ses performances par rapport à ce qu'on avait les derniers temps. Malheureusement pour lui, il y a un temps qui est effacé justement à cause d'un drapeau jaune. Les commissaires ont jugé qu'il n'avait pas assez ralenti et qu'il n'avait pas ralenti au moment où il avait vu le drapeau jaune. Les images portent un peu à confusion de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. On a l'impression qu'il ralentit au moment où il voit le drapeau jaune. Les commissaires n'ont pas jugé la même chose, donc son temps a été effacé, ce qui le pousse à la deuxième place, mais dans tous les cas, je pense que c'est la place qu'il aurait eu. Je pense que même sans temps effacé, il n'aurait pas eu la pole position. Donc on a un Norris en pole position, un Verstappen 2,
et un Lewis Hamilton qui part troisième sur la grille de départ. Et j'aurais pas parié sur Hamilton pour une troisième place, tu vois. Moi non plus, j'aurais plus vu un Piastri, même si on voyait ce week-end qu'il était un peu plus loin de Norris. En soi, c'est sa deuxième saison, mais il a prouvé qu'il avait les clés de compréhension et d'amélioration. Donc, de la FP1 à la qualif, il aurait pu s'améliorer. J'aurais plus vu, oui, Piastri. Je te le disais hier du coup, mais je voyais pas spécialement un Piastri du fait du week-end qui a un peu du mal à se lancer, etc., sur lequel il n'était pas forcément très très à l'aise au début. J'aurais vu un Russell par contre qui avait l'air en forme et qui avait l'air d'être plutôt bien sur les séances d'avant. Donc j'aurais plus eu tendance à voir un Russell, tu vois, mais comme quoi, c'est pour ça qu'on parie, hein. C'est parce on n'a pas tous les mêmes opinions. Donc oui, un Hamilton troisième et comme on l'a dit, Ferrari qui partent 9 et 10. Euh, Sinon, pas de grosses surprises en Q3. Il n'y a pas de pilotes qui sont là qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il n'y a pas de surperformance. Il n'y a pas... voilà, tout est assez presque à la normale. On a les deux McLaren qui performent bien. Bon, les deux Ferrari qui sont un peu en difficulté, malheureusement, on commence un petit peu à avoir l'habitude de le voir les derniers temps. Les Red Bull, enfin en tout cas la Red Bull de Max Verstappen qui revient assez bien, donc tout est assez normal en fait dans ce Q3, j'ai presque envie de dire. C'est sûr. À part la mauvaise performance des Ferrari, c'est assez basique comme qualification. Et ben justement, on va parler de la course puisque elle a fait beaucoup débat cette course. Elle a beaucoup été décrite comme très calme ou ennuyante. Euh, J'avoue que je suis pas de cet avis. Je sais pas toi ce que t'en penses de ton côté. Ouais, par rapport à ce qu'on attend normalement à Singapour avec une safety ou un peu plus de dépassement, là c'était plus, comme tu me le disais hier, de la stratégie. Et on s'attendait à quelque chose d'autre. Il manquait quelque chose, on va dire, pour ce Grand Prix. Parce que souvent, Singapour, c'est un Grand Prix de nuit, c'est impressionnant, etc. Et là, je trouve que c'était un peu plat. Non mais moi je peux comprendre totalement, c'est une course ouais, qui se jouait sur les stratégies, donc il s'est passé plein de petits trucs, si on regarde, il y a vraiment plein de petits trucs partout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un gros truc en course où ça anime vraiment la course, ouais. Je comprends, tout à fait. Dites-nous vous de votre côté ce que vous en avez pensé, mais la moyenne reflète quand même, la moyenne que vous avez mis sur Instagram reflète quand même bien ce que vous en pensez, je pense. On reviendra dessus après, mais c'est pas génial. Pour ce départ de course, on l'a pas dit, mais tout au long du week-end, on a quand même eu pas mal de poussière sur la piste. Donc là, on a aussi un départ avec une piste, pardon, avec pas mal de poussière. La majorité des pilotes partent en pneumatique médium, en tout cas dans les 10 premiers, tout le monde part en pneumatique médium, sauf Lewis Hamilton qui lui partira en soft, qui n'a pas été d'ailleurs la meilleure stratégie, puisque ça ne lui a pas énormément servi au départ. Enfin, ça ne lui a pas servi au départ, puisqu'il n'a pas gagné de position. Et ça va lui faire perdre quand même pas mal de temps après. Pas la meilleure strat. Ça, ils ont essayé de faire une stratégie décalée. Et même Lewis, je crois qu'il l'a dit à la radio, il n'était pas du tout satisfait de sa stratégie parce que très rapidement, il y a Georges à la radio qui disait qu'est-ce qui se passe avec Lewis. Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais vous voyez que ça Et il performait pas demandait du de tout. laisser passer. C'est ça. Ouais, il demandait, bah, il lui demandait de le laisser passer, clairement, parce que Russell avait plus de rythme qu'Hamilton. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Du coup, pour ce départ de course, on a un très bel envol de Norris qui passe enfin le premier virage en tête de course. Il garde sa position, tout simplement. Alléluia, il était temps. Mais ça y est, c'est enfin là. On a quand même un départ qui reste assez calme et raisonné. On a tout de suite un peloton qui se forme, mais qui est très compact. Tout le monde se suit les uns les autres, mais personne ne s'attaque vraiment. Personne ne va aller chercher à faire de dépassement. Voilà, il n'y a pas de... Il se passe pas grand chose sur le départ, quoi. Tout est assez calme, hein, en fait.
Oui, ils étaient tous à une seconde, même moins chacun. Donc, sachant que sur cette piste, on peut pas Mhm. doubler à trois voitures, même deux, c'est compliqué. C'est sûr que ça faisait peloton et en fait, ils attendaient presque chacun leur tour, leur chance de doubler et puis c'est tout en fait. Justement, on en a eu une de petite bataille, puisque tu me fais penser en parlant de bataille à 3. Il y a eu une petite bataille Tsunoda-Perez. Alors, c'est vrai que Sainz s'était un peu incrusté à cette bataille au début. Et puis, il s'est vite rendu compte que c'était prendre des risques un peu pour rien, puisque à 3 dans tous les cas, ça ne passait pas. Donc, on a eu une petite bataille Perez-Tsunoda, pardon. Qui était quand même cool à voir du coup dans ce moment un peu où tout le monde se suivait et personne n'essayait vraiment de s'attaquer. C'est les deux seuls qui se sont un petit peu bataillés, qui ont un peu essayé d'aller chercher l'autre. Donc c'est pas plus mal, j'ai presque envie de dire. Ouais, surtout que c'est deux pilotes qui, quand ils dépassent, ils y vont. On va dire qu'ils y vont pas à moitié, Yuki et Checo. Mais c'était propre, je trouvais leur bataille et c'était beau à voir quand même. Ouais, c'est vrai que ça a pas été une bataille où tu te forces à sortir de la piste. Enfin, non, non, ça a été vraiment c'est venu amener un petit peu de quelque chose à regarder dans ce moment-là, quoi. C'est pour ça que je la trouve pas trop ennuyante, justement, cette course. C'est que je me dis, à chaque moment où c'était un peu plus lent, il y avait quand même un petit truc à regarder, tu vois. Je sais Je pas si peux c'est comprendre. compréhensible la manière dont je l'explique, mais Non, si, si, je comprends tout à fait. ça va, c'est que je m'exprime bien alors. Il y a plusieurs courses ennuyantes, on va dire. Moi, je trouve ça ennuyant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais après, quand il y a trop de choses, par exemple Monaco, où gros crash premier tour et après plus rien du tout pendant les autres tours, où là, c'était la pire course de la saison, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr, je comprends ton avis. Là, c'est surtout que ouais, on a une course où Lando Norris se met quand même très vite à l'abri du DRS. Un deuxième tour de course, il est à l'abri du DRS de Max Verstappen. Il me semble que je crois que c'est au tour, ouais, au 24e tour, il a déjà 18 secondes d'avance sur Verstappen. Donc, bah forcément, on avait l'habitude avec Max. Là, c'est pareil, le leader s'envole et voilà, forcément, le niveau d'intéressement redescend un petit peu. Mais il y a quand même d'autres choses derrière. Hein. Après, oui, il y a eu plusieurs groupes. Je crois que c'est ce qu'on disait hier. Il y a eu vraiment plusieurs groupes dans la course. Il y a eu vraiment Norris-Verstappen, même si Verstappen était assez distancé par Norris. Mais voilà, qui était un peu plus devant. Et on a eu en début de course Hamilton qui a été tout de suite assez distancé, qui a pris facilement 4 secondes en 4-5 tours. Mais ça a été Et rapide. puis ça faisait, voilà, un peu tout. Ouais, c'est ça, ça faisait tout des petits groupes en fait. Mm. Et justement, on parlait du fait que tout se jouait sur la stratégie. On a eu notamment, pardon, bah, on en parlait Hamilton qui part avec ses softs, stratégie qui n'a pas été payante. Et on a eu Kevin Magnussen aussi qui a eu beaucoup de soucis avec les pneus hard qui lui ont été mis en début, dans les débuts de course. Les pneus hard et les pneus soft ont eu quand même beaucoup de mal à fonctionner pendant cette course. Les médiums ont été vraiment le pneumatique parfait. Les softs ont, ouais, ont eu beaucoup de mal. On l'a vu avec Lewis, ça lui a fait perdre beaucoup. Et on a eu tout de suite, presque après, un Kevin Magnussen qui disait que les hards ne fonctionnaient pas. Et ça l'a en l'occurrence pas mal pénalisé aussi. Hein. Oui, c'est sûr que on voyait que les médiums, c'était le parfait compromis pour la course. Et en plus, Pirelli, ils avaient indiqué qu'ils avaient mis la gamme la plus soft dans les trois pneus. Et du coup, on voyait dans les FP et les qualifs que les médiums, c'est les pneus avec lesquels les pilotes arrivaient à plus tirer de performance et d'adhérence sur des tours rapides, etc. Bah, du coup, c'est des pneumatiques qui ont été pas mal utilisés bah, pendant les qualifs. Et c'est vrai que beaucoup, du coup, se sont retrouvés dans la situation d'obligation, entre guillemets, un peu, hein, de mettre bah, soit des softs, d'attendre très longtemps, comme ça a été le cas, par exemple, pour Leclerc et Piastri, qui ont tenu très longtemps sur la course, qui ont passé les 40 tours sur des médiums et qui, pour la suite, après, t'as la possibilité de mettre des softs.
Mais la majorité ont eu que la possibilité par la suite de mettre des softs ou des hard. En fait, on l'a bien vu, il y avait plus de pneumatiques, il y avait plus de trains de médium neuf, quoi. Et je sais pas si c'est un mauvais calcul qu'il y a eu pour l'utilisation durant les FP et les qualifs, mais ils auraient dû plus miser sur la course sur les médiums. Quitte à utiliser d'autres pneus pour les autres séances, mais c'était les pneus où on voyait dès le début, dès l'FP1, où on pouvait avoir la possibilité en course de se projeter et de faire plus de dépassements et de remonter plus facilement sur la grille. Je sais pas, il y a forcément une raison, hein, mais c'est vrai que ouais, c'est parti. La stratégie a été particulière sur ce Grand Prix quand même. Dans les trucs toujours pas très très cool, on a Albon qui va devoir abandonner. C'est vrai qu'on disait c'est un week-end très compliqué pour lui. Albon donc qui doit abandonner parce qu'il a un souci au niveau de son entrée d'air. On ne sait pas si c'est quelque chose. Je ne sais pas si on a eu des nouvelles. En tout cas, j'ai cherché, pas trouvé. Euh, Puisqu'au moment où il abandonne, je crois que c'est Julien Febvre justement qui disait que on savait pas si c'était quelque chose qui était rentré dans l'entrée d'air, qui bloquait le passage, ou s'il y avait un souci sur la voiture. On savait pas vraiment. On savait d'où venait le problème globalement, mais pas vraiment pourquoi il y avait un souci. Non, on sait pas et on sait toujours pas. C'est assez étrange. Après, dès le début de la course, ça a été compliqué pour lui parce que je crois il a perdu déjà 4 places et il s'est plaint d'ailleurs à la radio que ce serait la faute de Colapinto parce qu'il a fait un dive bomb. Mais je sais pas. Mais dès le début de la course, ça a été très compliqué pour Albon en tout cas. On le disait, de toute façon, je pense que c'est un week-end oublié malheureusement là pour lui, hein. Oui. Pendant qu'on parle justement de tout ce qui est un petit peu souci et qui fait suite du coup du Grand Prix, il y a Norris aussi qui a un petit problème qui va aller bloquer sa roue et du coup frôler, toucher, je sais pas vraiment lequel est le plus adapté. Pour moi, il aurait plus touché parce que vu les conséquences, frôler, ça aurait été moins impactant, on va dire. Alors en fait la situation je trouve a été trop bizarrement mise en avant entre guillemets dans le sens où on a vu qu'il perdait du rythme, il a perdu beaucoup de vitesse et de rythme d'un coup. On savait pas pourquoi, on savait pas à ce moment-là qu'il avait touché. Euh, on l'a vu passer au stand, changer ses pneumatiques, mais l'aileron n'a pas été changé. Donc Non, tu te dis, bon bah, il y a juste eu un règlement, un réglage, je veux dire, de l'aileron, c'est tout. un réglage. Pourtant, il se plaignait Ouais. justement, mais on peut voir dans les images, il n'aurait pas été cassé, et ce serait plié. Donc peut-être qu'ils ont juste réglé ça, et du coup, ça a réglé le problème, ou peut-être que c'est l'impact des pneus qui commençait vraiment à s'user, et du coup, les deux ensemble, ça allait pas. C'était assez étrange. Je sais C'est ouais, c'est vrai que ça. Alors, ils ont du coup, comme tu le disais, réglé un petit peu l'aileron avant. Il a eu quand même du mal à reprendre la performance. Il n'a pas repris de la performance tout de suite. Il a continué à en perdre après. Il a justement rappelé les ingénieurs. Enfin, là, ils ont repassé la radio en disant que bah eux de leur côté voyaient pas vraiment de soucis, qu'il n'y avait pas de soucis vraiment apparents sur l'aileron. Et pour autant, il n'arrivait pas à récupérer de la vitesse. Il l'a récupéré après. Il a récupéré de la performance un petit peu après. Mais sur le moment même, quand il est ressorti et que cet aileron a été réglé, bah, le souci c'est pas réglé de lui-même pour autant, tu vois. Enfin, de Ouais. lui-même. C'est assez étrange. Je Heureusement, comprends. entre guillemets, qu'il avait réussi à faire une avance quand même importante. Mais c'est assez Oui. étrange. J'espère qu'on le verra pas dans les autres courses parce qu'en soi, s'ils n'arrivent pas à le régler, c'est problématique. Et surtout, j'espère qu'ils trouveront la cause parce que sinon, compliqué. Je sais pas. En fait, je comprends pas pourquoi. En fait, je comprends pas, tu vois, comment tu sors des stands, ça vient d'être réglé, il n'y a pas d'amélioration, ça change rien. Que les ingénieurs ne voient pas ce qui se passe, mais en même temps, d'un coup, il va reprendre de la performance.
et tu sais pas pourquoi à ce moment-là, comment, tu sais Mm. pas. C'est vraiment étrange. Oui, la situation est bizarre, on n'en sait pas plus pour le coup. Bon, ça l'a pas empêché de garder son avance quand même et de pas être, de pas, en tout cas, il n'était pas attaquable. Voilà, personne ne pouvait vraiment aller attaquer, ne pouvait avoir l'espoir d'aller attaquer quoi. On va être clair. Mm. Il y en a deux, par contre, quant à eux, si on reste toujours chez McLaren, qui se sont un petit peu attaqués, c'est Russell et Piastri. C'était une belle bataille, Oui, vraiment. franchement, je trouve que Piastri en tant que pilote, dès qu'il y a une bataille, j'ai pas souvenir d'une bataille pas propre. Tout est propre, tous les dépassements, tout est dans le respect et c'est appréciable de voir ça. Et je pense que même eux sur la piste, ils doivent être contents d'avoir des batailles comme ça. Mais ouais, c'était impressionnant à voir, c'était super intéressant. Je pense que c'est une des principales qualités de pilotage qu'il a, c'est que tout est toujours propre. Et c'est toujours bien fait, c'est pas. Bon, il y a des moments où forcément il est obligé de se décider et de foncer comme ça a été le cas avec Leclerc, notamment à Bakou. Mais ça reste toujours mesuré et toujours propre, je trouve. Mm. Donc là, on a eu ouais, une petite bataille aux alentours du 45e tour pour la troisième place, puisque c'est Russell qui détenait la troisième place. Ils se sont bien bataillés, ça a été pareil, toujours beau et propre. Il a passé Hamilton et Russell exactement au même endroit, exactement de la même manière, à quelques tours de différence. Et ça a un peu. Tu vois, c'est pour ça que enfin, je dis aussi que ça a été intéressant, c'est qu'il y a eu une redéfinition du podium. La troisième place pouvait évoluer. Et en soi, enfin, alors c'est vraiment très personnel, mais je ne m'attendais pour le coup pas à ce que un Piastri puisse remonter sur le podium, tu vois. Bah, c'est sûr que pour une fois, d'habitude, c'est les trois premiers qui s'échappent et après on les revoit plus. Là, c'était vraiment Lando et Max qui se sont échappés. On savait très bien que, à part une casse, un accident ou autre, ils allaient être sur le podium. Mais sur la troisième place, en soi, ils étaient quatre parce que si on compte Charles avec comment il a remonté, il y en Mm. a quatre qui pouvaient prétendre au podium en fonction des dépassements, de la performance et des accidents qu'il aurait pu avoir. Et c'est sûr que c'est Ouais, c'était intéressant sur surtout ce ça. point. Oui. Leclerc a une très belle remontée aussi tout au long de la course, mais il y a vraiment un moment, ouais, aux alentours du 45e tour de course, où il va entamer une remontée qui est vraiment très très belle. Il passe Hamilton et il a tenté sur Russell, il a essayé, ça n'est pas passé. Mais la performance est quand même belle et je trouve que sa course globalement a été belle. La remontée a été belle, la manière de faire a été belle et, euh, et il est allé chercher de la performance ouais, en fin de course alors que on s'attendait plus vraiment à ce qu'il remonte à ce point-là quoi. Bah, c'est surtout que les pronostics F1 ils disaient 10 tours pour dépasser Russell. Les stratégistes et ingénieurs Ferrari disaient que c'était à la fin de la course. Ouais. Arrivé là, ça Mm. arrivait beaucoup plus tôt. Et il a eu la possibilité de redépasser après. C'est vraiment impressionnant, franchement. Je sais pas d'où il a sorti ça, mais ça sortait de nulle part. Honnêtement, je pense on a dû être beaucoup à être surpris de ses performances soudaines. Ça, alors, il venait de changer de pneumatique aussi, hein, mais c'est une belle remontée. Effectivement. Et justement, j'en profite, c'est Charles Leclerc que vous avez élu pilote du week-end sur cette course. Où vous n'avez pas été très sympa. Vous avez une moyenne de 5,5, ce qui Ah reste oui. quand même relativement assez bas. Je crois que c'est la pire qu'on a eue depuis le début de saison. Honnêtement, Ça je va, pense que c'est Monaco? la pire, ouais. Monaco, je pense qu'on est à 5,5, 6 aussi. Ok. Mais pas moins. Après, Non. Monaco, la Parce qu'il y avait particularité, eu. c'est la victoire de Charles à Monaco, donc C'est ça ça. relève le niveau.
C'est ça. Beaucoup avaient dit, ouais, je mets un peu plus pour la victoire parce que c'est Charles à Monaco. Là, je pense que ouais, je pense qu'on est sur la pire, malheureusement. Du coup, on a une victoire de Lando Norris avec Max Verstappen deuxième et Piastri troisième. Et des pilotes qui ont énormément souffert à cause de la chaleur. On l'a vu notamment sur les images avec Russell. C'est vrai qu'on est toujours sur des grands prix où c'est un petit peu le paramètre qui fait peur, entre guillemets. C'est vraiment la déshydratation et la chaleur. Puisque forcément, il fait quand même très lourd. Hein. C'est pour ça notamment qu'on a des grands prix de nuit. C'est toujours un sujet qui est débattu et pour lequel on essaie en tout cas de chercher des améliorations et de trouver des choses qui peuvent aider à mieux supporter. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué pour les pilotes quand même. Bah, c'est surtout, c'est Julien Euh, Febvre qui indiquait que il y avait à 75% d'humidité, 40 degrés ouais. dans l'air, presque 60 dans le cockpit. Il y a la FIA, je crois, je sais pas si ça a abouti, mais qui voulait mettre des sortes de clim dans les baquets. Je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas Oui, si ça peut être efficace. Oui, c'était une sachant, option, ouais. Enfin, ouais. ça a été réfléchi en tout cas. Pour l'instant, je saurais pas te dire où ça en est. Sachant qu'en plus, c'est pas la plus dure parce que là, il y avait une estimation de perte de 4 kilos. Mais la pire, on sait très bien que c'est le Qatar. Après, là, ça a été déplacé en Ouais. décembre vu le catastrophe que ça a été l'année dernière, parce qu'il faut vraiment parler de catastrophe, Cette saison c'était dernière. horrible. Et surtout que là, je crois que c'est les deux pilotes Mercedes qui ont été exemptés de conférence après. Ils ont été exemptés parce qu'ils sortaient tellement pas bien qu'ils n'ont pas été en conférence après. Oui, oui, mais ça, non, ça m'étonne pas du tout, puisque Russell, on l'a vu, dès qu'il est sorti de sa voiture, ça allait pas, hein, c'était compliqué pour lui. Hein. Ouais, il y a toujours des progrès à faire là-dessus, en tout cas, à voir ce que ça donnera au Qatar, j'espère. En voyant la course là, en tout cas, j'espère vraiment que le fait d'avoir décalé la course du Qatar va les aider parce que c'est une situation qui est quand même très compliquée, enfin, pour laquelle on devrait activement et très activement chercher une solution, quoi, parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Je te propose qu'on parle de notre moment marquant, parce que Malheureusement. je sais qu'on a noté les mêmes et c'est un sujet dont on n'a pas parlé justement au début, puisque qu'on en parle dans cette partie-là du podcast. Essentiellement, je sais qu'on a mis toutes les deux l'émotion de Ricardo comme moment marquant pendant les interviews d'après-course. Juste pour vous redonner un peu de contexte avant qu'on lance un peu le sujet, Daniel Ricciardo risque de ne pas faire de retour pour la prochaine course à Austin. On est sur des grosses, grosses, grosses rumeurs, mais qui sont très accentuées, qui sont très poussées. Sur le fait que Daniel Ricciardo serait remplacé par Liam Lawson pour la prochaine course à Austin et pour le reste de la saison. Des rumeurs qui ont été beaucoup alimentées aussi par les médias eux-mêmes, notamment par le compte Instagram de la F1 qui lui dédie un post, par Max Verstappen en conférence de presse, par Sky Sport. Forcément, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler pendant toute la semaine et qui a beaucoup fait parler pendant tout le week-end, ce qui est totalement normal. On parle quand même voilà, de Daniel Ricciardo. Je sais que c'est un pilote pour lequel tu as beaucoup d'attachement. Oui. Donc je te laisse nous dire ce que tu en penses en premier Bah, et ouais, pourquoi t'as marqué ce moment-là. c'est étonnant sans être étonnant parce que en soi, depuis le début de la saison, il y avait des rumeurs sur ça, sur ses performances, etc. Euh, Quand on voit le début de la semaine, comment ça a commencé, on aurait pu se dire, oh, c'est des rumeurs comme d'habitude on a. Quand on voit après le discours que dédie Max jeudi, euh, un discours où il félicite le parcours de Daniel Ricciardo, on se pose encore un peu plus de questions. Mais surtout, là, ce qui nous a marqué, il y a plusieurs choses, soit qui nous ont marqué sur Daniel ce week-end. La première chose, c'est que il prend le meilleur tour en course, pour, entre guillemets, pour la grande sœur, pour Red Bull, et que à la radio, il y a, je sais pas si c'est Christiane ou Grande Pierrot qui dit à Max, ton vieil ami a gagné le point pour toi. Donc, on va dire jusqu'au bout, il a joué le jeu de l'équipe.
Bon, Daniel, ça on peut pas lui reprocher. Jusqu'au bout, il a joué le jeu. Après la conférence de Mm. presse où il n'arrive même pas à aligner un mot, parce que vraiment quand on la regarde, c'est compliqué. Il a les larmes aux yeux, lui qui est toujours avec un sourire, Ouais. qui répond du tac au tac. Là, c'est pas le Daniel qu'on connaît. Après, quand on voit les images où il reste, je sais pas si c'est 1 minute ou 5 minutes dans son baquet, on voit que c'est pas par rapport à l'épuisement. On voit qu'il est très bien, il retire ses gants normalement. On voit que Non, non. Mm. c'est vraiment dur pour lui, je pense, de quitter le baquet. Et en fait, petit à petit, avec Sky Sports qui dessine une sorte de petit documentaire avec ses meilleurs moments, Willie Buxton qui pleure, Laurent Mekiel qui après dit que ça sera sûrement sa dernière course. Il y a maintenant, en fait, c'est pas officiel. Et je trouve ça triste que ça soit pas officiel, c'est officieux. Parce qu'en fait, ils auraient presque dû l'annoncer en début de course pour en fait que ça soit fait Mm. correctement. Là, encore une fois, Red Bull, Laisser ils ont profiter. Ouais. manqué quelque chose. Ils font jamais les choses correctement et c'est dommage parce que il fait partie de l'histoire de la Formule 1. On peut pas le nier. Daniel est inscrit dans l'histoire de la Formule 1, même s'il n'a pas gagné le championnat du monde. C'est, comme beaucoup l'écrivent, le sourire du paddock. C'est un des pilotes qui est vrai, c'est Kiel Hillman, le photographe très connu de la Formule 1, qui le dit, que c'est un des pilotes où on le voit en dehors du circuit quand il est vraiment lui-même, c'est exactement le même. Il ne change pas de personnalité. On dit souvent, les pilotes donnent à voir ce qu'on a envie de voir. Lui, il est juste naturel. Et je trouve que Oui. c'est très rare. C'est le seul qui est comme ça. Et vu son parcours, certains peuvent dire c'est logique qu'il parte. Oui, en soi, on peut dire que c'est logique, mais ça aurait pu être fait proprement. C'est un peu fait à la Red Bull, malheureusement. On sait comment ça se passe et je te rejoins sur le fait que ça aurait été mieux de l'annoncer avant la course. Justement, ça aurait permis à tout le monde de vivre un peu l'émotion pleinement, autant aux supporters qu'à lui. Et je pense que c'était le minimum à lui laisser après tout ce qu'il a fait pour Red Bull, après les années qu'il a passé chez Red Bull. Je pense que lui laisser vivre cette émotion pleinement de dernière fois et de quitter le baquet, je pense que c'était le minimum. Voilà, c'est Red Bull, c'est malheureusement fait comme ça encore une fois. On sait très bien que ça risque d'être annoncé très prochainement, mais là, les choses traînent beaucoup trop. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde a compris, ça sert à rien de laisser traîner les choses. Euh, voilà, il y a un moment donné, c'est un peu, faut prendre son courage à deux mains, faut aller l'annoncer et basta. On sait que ça a des répercussions derrière pour eux aussi, hein, au niveau de tout ce qui est média, tout ce qui est sponsor, tout ce qui est fan, etc. Mais il y a un moment donné, c'est une décision qui est compréhensible. Certes, on a vu que Lawson était très performant, qui était plus performant que même ce que peut l'être Tsunoda. Donc la décision de remettre Lawson dans ce baquet est totalement compréhensible. Voilà. Par contre, le fond est compréhensible, mais les faits, eux, ne le sont pas vraiment. Et il y a des choses à modifier, il y a des choses qui méritent d'être changées là-dedans. Après, oui, je pense qu'on était sur quelque chose d'inévitable. Lawson mérite d'avoir sa chance en F1, il l'a montré. Après, on en parlait au tout début, ça pose toujours la question de pourquoi on laisse partir, enfin, on fait partir un Ricardo et on garde un Perez. Voilà, il y a des choses qui sont encore une fois faites à la Red Bull et qui sont selon moi pas compréhensibles. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que à l'heure où on est, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je vois pas comment il puisse faire un retour en arrière et comment Daniel peut venir conduire au Texas, sachant que déjà rien que pour lui, ça doit être une épreuve tout ce qu'il vit. Et en Mm. plus, il a été accompagné jeudi par le directeur de la communication de Red Bull. Faut pas qu'il nous mente, ça sert à rien. Tout le monde a compris, personne n'est bête. Voilà, il y a un moment donné, faut dire les choses comme elles sont. Et couper court, hein, C'est ça sert ça, à faut rien. arracher le pansement le plus tôt possible. J'ai confiance en fait que dans tous les cas, c'est un pilote qui, enfin, au-delà du fait de pilote, même en tant qu'humain, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant et qui va aller chercher à faire autre chose, qui va aller chercher, voilà, qui va aller de l'avant tout simplement. Donc voilà, autant le laisser librement partir et aller dans d'autres catégories. Et peut-être que
bah, il finira sa carrière dans une catégorie qui lui plaira plus, ou alors où il est plus performant, où il se sent mieux. Euh, j'ai 100% confiance en lui là-dessus. Là, il n'y a pas de doute, je pense. Eh ben, écoute, je te propose qu'on finisse avec un petit jeu. Justement, on va continuer un peu sur le thème des infos et des intox de tout ce qui se passe actuellement. Je te pose des affirmations. Tu me dis si, selon toi, elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ok, pas de problème. Ça va? Ouais. C'est compréhensible? Oui, oui, pas de Ok. problème. Et bah du coup, on commence en lien, justement. Ricardo a vécu sa dernière course. Oui. On vient d'en parler. Forcément. Colapinto sera présent sur la grille en 2025. J'espère, oui. Ok. Pérez sera présent en 2025. Non. McLaren gagnera le championnat constructeur. Oui. Norris gagnera le championnat pilote. C'est possible. Ouais, je vais dire oui. C'est là, je pense que c'est sa seule chance qu'il pourrait avoir. Je suis assez d'accord. Ferrari gagnera une autre course avant la fin de la saison. Non. Alpine finiront 9e du championnat. Oui. Oh, ça fait mal quand même. Non, je pense Ouais, que c'est pas après, grave. je pense Les pas que Sauber, Sauber c'est... arrive à. Ils sont à zéro. Ouais, ouais. Non, non, je pense pas. Je pense que 9e, pas en dessous. J'espère de tout mon cœur. Eh ben écoute, il y a un moment donné où il faut bien s'arrêter aussi. Euh, je pense qu'on a passé vraiment tous les sujets en revue. On a bien débriefé tout ça. Les sujets principaux ont été abordés. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, on l'a bien discuté en tout cas. Et ben justement, merci beaucoup à toi d'avoir été présente, d'avoir passé ce moment. Merci de ta bonne humeur Merci de et on m'avoir se invité. retrouve mais avec grand plaisir. Vous pouvez bien évidemment retrouver Pauline sur tous ses réseaux sociaux. Encore une fois, je vous encourage à le faire, à aller voir, à aller tester ouais, essayer de vous intéresser à la Formule E. Moi, je veux Il y a juste tout vous ce qui se dire, passe, il me pour semble la qu'actu. Formule E, c'est le seul championnat actuellement où à la dernière course, il y avait 3 pilotes qui pouvaient gagner le championnat. Ça, c'est la classe. Ouais. Et j'allais te dire, il me semble que actuellement le championnat est terminé. Oui, il reprend. Les essais sont du 4 au 7 novembre à Valence et la première course, ça sera sur le circuit de Mexico le 7 ou 8 décembre. En tout cas, il faut savoir que tout se déroule sur une journée sur la Formule 1. Les essais, les qualifs, la course, tout Ouais. sur une journée. Du coup, vous avez approximativement les dates et si vous allez sur ce réseau, vous allez vite retrouver les dates. Vous serez au courant de tout ça, bien entendu. Je vous laisse tout en description. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super. Et ben tant mieux. Je suis contente, c'est le principal. Nous, on va pas se retrouver pendant un bon moment, puisqu'il y a une grande pause là. On se retrouve pas avant 4 semaines, avant un mois. Ça va faire du bien. On va tous prendre un petit peu des vacances de la F1. Et puis on se retrouve à Austin, du coup dans un mois. En attendant, vous pouvez bien évidemment toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux. On entame un petit peu une série un peu débat. Vous avez toujours les actualités, tout ce qui se passe un petit peu en F1 aussi. Donc en attendant, vous pouvez aller tout retrouver là-bas. Et puis, prenez soin de vous, faites attention, reposez-vous bien, déconnectez bien de la F1, même si c'est très compliqué. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous!